Voilà, donc je l'ai ici, on va vous le passer, vous pouvez le regarder. Donc l'objectif de développement durable, c'est une vraie posture que nous avons voulu prendre, parce que nous pensons que notre devoir aussi, c'est un devoir de transmission. Quelle vie voulons-nous transmettre aux générations futures? Quel sera le Vagnous dans 20 ans, dans 30 ans? Certainement qu'on ne sera plus là, peut-être plus de ce monde d'ailleurs, mais l'idée c'est que cette mandature serve à préparer l'avenir, et l'avenir se prépare toujours au présent. Donc cet objectif de développement durable, il se décline sur 6 engagements et sur 6 défis que nous avons voulu relever autour de ce projet. Et le défi numéro 2 est sur notre projet de territoire, puisque nous avons voulu le quantifier, l'écrire de manière à ce que la population, mais les élus connaissent et sachent de quoi l'on parle. Donc le défi numéro 2, on revient en arrière. Le défi numéro 2, c'est préservation du territoire en synergie avec la biodiversité. C'est un sujet important. Je rappelle que nous menons beaucoup d'actions, notamment avec le laboratoire Arago, sur la lutte contre les plastiques, la protection de l'environnement. Nous avons eu un appel à projet, notamment cet été, avec Citeo sur les poubelles propres, mais sur l'entretien, le nettoyage de la plage, l'avenir des plastiques, ce qu'on jette, on sait tous que ce qu'on jette, même on va le jeter en haut de la Madeloque, ça va finir à la mer. Donc il y a toute cette problématique qui nous intéresse beaucoup, et on le fait en parallèle avec les écoles, avec les enfants. L'idée n'étant pas qu'on se sert des enfants pour nettoyer les plages, ce seront d'eux, mais l'idée c'est que les enfants puissent, à travers cette démarche, les sensibiliser, et ils le font aussi avec les scientifiques qui leur expliquent un petit peu, avec des carrés, avec tout un tas de méthodologies pour mesurer d'où viennent les plastiques, où sont les plastiques, etc., l'évolution des plastiques, qui maintenant, on le sait d'une manière plus ou moins certaine, finissent en microplastique dans les océans, le 7e continent. Je ne vais pas vous parler de ça, mais c'est une vraie réalité, et finissent en nanoparticules de plastique que nous consommons. Et on dit qu'on consomme une carte bleue pratiquement par mois. Voilà. Donc, pour vous dire, c'est l'ampleur que ça a. Et donc, cette démarche, elle est aussi pour préserver l'environnement, mais aussi pour préserver notre santé et l'espèce humaine. Donc, à travers cet engagement que nous avons voulu, j'ai pas fini, nous avons voulu fort par rapport à ça. Donc, le défi numéro 2, c'est la préservation du territoire en synergie avec la biodiversité. Et la problématique de l'éclairage public se situe dans les objectifs, donc, dans les ODD. Je vous invite à aller les consulter sur Internet. Vous avez les 17 objectifs de développement durable qui sont relayés et qui vont être obligatoires pour les États qui ont signé, et la France en est un de ceux-là, la charte avec les Nations Unies. Et donc il y a 17 objectifs. Je ne vais pas vous les citer là, mais vous les verrez. Et donc, dans ce qui nous concerne ce soir, la préservation, limiter la consommation d'énergie rentre complètement dans la bonne santé et le bien-être. C'est l'objectif numéro 3. Dans l'objectif numéro 11, c'est villes et communautés durables, dans l'objectif de développement durable. Dans l'objectif numéro 12, c'est consommation et production responsable de nos énergies et consommation, mais ces énergies, c'est aussi notre alimentation, bien entendu. Le défi numéro 13, c'est mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques. On est complètement dans le sujet. Le défi numéro 15, c'est la vie terrestre, la préservation de la biodiversité, que ce soit le monde végétal comme le monde animal. Et donc ce sont tous ces défis qui rentrent dans cette démarche au niveau de limiter notre consommation d'énergie. Donc, la limiter notre consommation d'énergie, c'est participer à la sobriété énergétique, et l'objectif, c'est de réduire entre 40 et 50% nos besoins d'énergie, tout en conservant notre attractivité et en conservant notre confort. Et qui rentre complètement dans cette démarche, c'est limiter la pollution lumineuse. Alors, il ne voulait pas que j'en parle au début, je vais quand même juste en dire un mot. Limiter la consommation d'énergie, ce n'est pas que l'éclairage public, c'est aussi les études que l'on est en train de mener, qui sont financées par l'appel à projet Petite Ville pour demain, sur lequel nous avons eu des financements relativement importants. C'est comment on appelle ça, l'évaluation de nos bâtiments au niveau de l'énergie, de la protection de l'énergie, de la consommation d'énergie de nos bâtiments. Donc, il y a une étude sur la sobriété énergétique de nos bâtiments qui est en cours actuellement. Donc on ne fait pas que l'éclairage public, on a plusieurs fers au feu par rapport à ça. Vas-y.
maintenant, ce qui nous arrive et qu'on voit tous les deux, tous ensemble, c'est qu'il y a un avantage supplémentaire à avoir cette démarche-là, c'est l'économie budgétaire et le contexte économique actuel où le prix de l'énergie, je rappelle, est en train d'exploser. Donc il a été limité par le gouvernement. Je ne suis pas en train de faire politique par rapport à ça, à 15%. Pour les particuliers, je pense qu'il y aura des mesures qui seront prises pour les entreprises, mais actuellement pour les communes et les collectivités, il n'y a aucune mesure de plafonnement. Donc on peut considérer qu'entre l'année 2021 et la 2022, on aura une augmentation d'environ entre 20 et 30%. On ne le sait pas encore complètement parce que ça dépend de contrats qu'on a. Et il y a des contrats qui sont actuellement en train d'être renégociés. Nous faisons partie d'un groupement de commandes pour l'achat de l'énergie qui s'appelle le CIDER, d'autres passent par la communauté des communes. Et ce groupement d'énergie nous annonce une augmentation de la facture énergétique d'électricité de 65%, entre 60 et 70%, en fonction des tarifs bleus ou tarifs jaunes que nous avons. Donc ce n'est pas neutre, toujours avec un effet de revoyure. Voilà, donc ça c'est à minima ce qu'on devra payer en plus. Alors il y a 3 phases dans cet objectif de développement durable que nous avons mis en place. Au mois de juin, je pense que je vais vous en rappeler, on avait lancé d'abord ce site voteur, qui est un site de consultation de la population sur lequel on pose des questions. C'est relativement fermé, mais ça permet d'avoir une idée sur des questions. Ce n'est pas un site de débat, ce n'est pas un forum, mais c'est un site juste pour avoir une idée par rapport à des questions qu'on pose. Les résultats, donc je le lis parce que je l'ai peut-être là, mais les résultats. Donc les résultats sont. La question c'était, au regard des résultats, êtes-vous favorable à moduler le temps d'utilisation de nos éclairages publics en fonction des saisons? Nous mettons en place la nouvelle temporalité de l'éclairage public dès l'automne 2022. Il y a eu 176 participants. Voilà. C'était ouvert à tous, c'est anonyme et on en a fait de la publicité. C'est à peu près la moyenne dans toutes les villes, parce que quand je discute avec d'autres collègues, c'est peu, mais c'est la moyenne à peu près dans toutes les villes. Quand je discute avec le maire d'Elle, ils sont à peu près sur la même participation, ils ont à peu près 2000 habitants de plus que nous. Et donc, êtes-vous favorable au principe d'extinction de l'éclairage public la nuit dans le cadre de notre politique des objectifs de développement durable? La réponse, il y a sur 176 participants, il y en a 136 qui ont répondu oui et 37 qui ont répondu non. Donc 77% qui sont favorables à l'extinction de l'éclairage public. Voilà. Donc l'autre diapo. Voilà. Donc nous sommes maintenant au mois de novembre. Donc nous voulons lancer cette démarche-là. Nous faisons une réunion publique qui a lieu maintenant d'information et je vous propose que dans un an, en novembre 2023, nous faisions un bilan et des rajustements si nécessaires pour voir comment ça fonctionnait et quels sont les inconvénients, les avantages de ce système. Alors, là peut-être tout le monde le verra comme ça. Voilà, en tout cas vous le devinerez, c'est relativement important. L'idée c'est d'éteindre l'éclairage public sur la ville de Bagnols-sur-Mer, sauf sur deux grandes artères qui sont la route départementale qui traverse notre commune, à partir du centre Lyon-Marais, on va dire l'entrée nord et la sortie ou l'entrée sud jusqu'à Talacab, à peu près l'embranchement du Catalan Talacab. Voilà. Donc cette voie resterait allumée avec un ralentissement. On va certainement baisser quelques éclairages qu'on puisse faire. Et ensuite, on voudrait laisser l'avenue Général de Gaulle jusqu'au rond-point de chez Champion ouverte. Donc, ces deux grands axes qui resteront allumés. Les autres seront éteints en totalité. Voilà. Et là, peut-être c'est lui qui va expliquer. Et moi, je reviendrai pour vous expliquer tout ça. Oui, donc ce que je vous présente, moi, c'est donc l'extinction d'éclairage nocturne. Aujourd'hui, on a donc des horloges qui règlent l'éclairage en fonction du lever et du coucher du soleil. Donc voilà, donc maintenant on a proposé donc de faire trois séquences. Donc du 15-10 au 31-5, on aura un éteignage à 23 h. Du 1-6 au 29, ce sera un éteignage à 2 h du matin, donc en période estivale. Et on aura une phase intermédiaire qui sera pour la fête des vendanges et dans cette période-là, du 21-9 au 14-10, où là on aura un éteignage à minuit pour le matin
Donc on aura toujours un allumage à 5 h du matin. Pourquoi 5 h du matin? On va le faire à deux voix. Pourquoi 5 h du matin? Vous m'entendez? Je prends le micro. Non. Pourquoi 5 h du matin? Parce qu'on a les services de la voirie, et notamment le service de collecte des ordures ménagères, et ça reste compliqué pour eux de travailler dans l'obscurité complète. Voilà. Donc c'est une demande qui est faite par la communauté des communes, et donc 5 h du matin, ça veut dire que tant que la nuit se lève, tant que le jour se lève, tant que le jour se lève pas, on allumera à 5 h du matin, et tant qu'il y aura de la clarté, ça restera éteint. Donc c'est ce qui se passera en général dans toute la ville. Donc après, c'est plutôt le calcul de l'économie, parce qu'il y a une économie budgétaire, bien sûr, derrière cet éclairage, en dehors de l'aspect environnement et biodiversité. Donc on voit là ici que actuellement l'éclairage annuel c'est environ 4100 heures par an, qui est réparti sur à peu près une moyenne de 12 heures par jour en fonction des périodes de l'année. Et à terme, donc si l'éclairage est éteint comme on le souhaite, donc le dispositif nous permettrait d'avoir d'arriver à 2270 heures par an, ce qui fait un temps d'éclairage pratiquement divisé par 2. Donc c'est pas négligeable, l'économie est très très importante. Voilà, donc ici on a un petit tableau qui nous montre un peu la consommation, donc avec une gestion optimisée. En 2019, on était à 150 000 € de consommation pour l'éclairage public. Vous voyez qu'en 2021, on était à 156 000 €, il y a une petite pointe en 2021. Et on a fait l'extrapolation donc en 2022 avec le prévisionnel pour 2023 plutôt. Donc on voit sur l'ampoule jaune qui serait, avec les augmentations qui sont prévues par le CIDED de l'ordre de 70%, on aurait donc une dépense qui serait de 240 000 €. Voilà. Donc si on fait l'éteignage, on serait entre 145 et 170 000 €, ce qui représente donc une économie de 70 000 €. Voilà. De 70 000 € sur l'année. Est-ce que vous voulez qu'on continue à vous donner des chiffres, ou vous voulez faire une petite pause et nous interroger là-dessus? Pardon? Oui. Il me semble qu'il y a des quartiers style Cap d'Oune qui sont pas dangereux, mais enfin très pentus. Donc, est-ce que ça risque pas de poser problème? En termes techniques, je parle. Alors, on a du mal à faire cette rue, oui, l'autre non. Parce que le réseau est réglé sur des armoires, c'est un peu comme les maisons, avec des joncteurs, des armoires, et avec du câblage qui alimente certaines rues. Sur la communauté des communes, il y a, sur les 15 communes, 10 ont choisi d'éteindre l'éclairage public. Canet vient dernièrement d'éteindre son éclairage public. Quand je discute avec d'autres maires, ils ne m'ont pas relevé cette problématique. On parlera certainement, je pense qu'on sera interrogé sur la sécurité, etc. Aucun me disent que ça pose un problème majeur de sécurité, de glissade, d'accident, etc. Il n'y a pas de phénomène qui disent que l'éclairage public cause plus d'accidents, cause plus de cambriolage, cause plus d'incivilité, cause plus d'attaques nocturnes. Je rappelle qu'on parle d'éteindre l'éclairage public à 11 h du soir pendant l'hiver. Donc je ne suis pas sûr que le cadeau ne soit très fréquenté à cette heure-ci. Jean-Michel, t'en sais rien. Non, j'en sais rien, mais je l'imagine, et je te signale que j'y passe assez régulièrement parce que j'habite derrière le Cap d'Oune. Donc voilà. Donc j'ai pas l'impression que ce quartier soit très fréquenté à partir de cette heure-ci. Voilà. Donc c'est pas ce qui nous est remonté, parce que vous imaginez bien que prendre ce genre de décision, on ne vient pas comme ça en disant que c'est chouette, il n'y a pas que le facteur économique qui nous intéresse. Il y a
facteurs qui nous intéressent, qui nous ont beaucoup alertés. C'est d'abord d'être dans les clous par rapport aux ODD, à la biodiversité, à la protection de l'environnement. J'ai quelques chiffres ici, j'ai quelques questions-réponses ou j'ai quelques affirmations qui sont faites par des scientifiques qui disent que l'éclairage public artificiel en permanence nuit énormément à la biodiversité. Alors il ne s'agit pas que de protéger les insectes, les papillons, etc. Mais on parle de la biodiversité en général et on parle d'une chaîne alimentaire qui fait qu'à un moment ça devient une cause d'intérêt général que de protéger la biodiversité. Donc on constate tous que les changements climatiques, après il peut y avoir quelqu'un qui va le nier, mais la vérité c'est qu'on a des étés de plus en plus chauds, on a de moins en moins la biomasse, la biodiversité est en train de régresser. Et moi j'en prends deux exemples simples, c'est que je trouve qu'il y a de moins en moins de moineaux. Alors ça peut faire sourire ce que je dis, mais dans mon enfance, c'est le monde des tourneaux, il n'y avait pas du tout il y avait très peu de pigeons, il n'y avait aucune perruche. Voilà, il y avait des moineaux partout, sur tous nos platanes. Il n'y en a pratiquement plus, ils n'ont pas disparu, mais en tout cas ils sont en voie d'extinction. En tout cas, ce n'est qu'un constat. Et quand je regarde la mer, et je discute souvent avec les scientifiques, à l'époque, on a à peu près le même âge, je n'allais pas se baigner aux arcades, parce qu'on se foutait des petits pleins d'oursins. Tu te rappelles? Et on mettait des sandales en plastique, on nous imposait, voilà, et comme on ne voulait pas poser des sandales, on n'allait pas se baigner au passalis. Maintenant on a mis un plongeoir et les gosses se baignent au passalis. Et ils ne se mettent pas des oursins dans les pieds parce qu'il n'y en a plus. Voilà, ça c'est une réalité, et ce n'est pas une réalité qu'on est en train d'inventer, c'est une réalité qu'on a dans nos souvenirs. Donc il y a quand même, enfin, en tout cas, moi je le ressens comme ça, on a quand même une prise de conscience collective et une prise de conscience personnelle quand on est aux responsabilités, d'un moment, préparer la transition. Moi je trouve que la transition, le fait de transmettre sa ville, sa commune, sa société, son mode de vie est très très important. Donc le premier, et qui paraît le plus dérisoire, parce que quand j'ai fini de dire ça, tout le monde va regarder, mais comment je vais sortir de chez moi et faire nuit, etc. Donc c'est sûr que collectivement, tout le monde est d'accord avec ce que je dis, mais individuellement, on aura toujours un moment le bon argument pour m'expliquer que, etc. Mais c'est une réalité. La deuxième préoccupation que nous avons eue avant de prendre ces décisions, c'est la sécurité des biens et des personnes et des gens. Parce qu'à ce moment-là, on ne va pas transformer Bagnols avec une ville sur laquelle on a actuellement un taux de criminalité relativement faible. Quand je dis ça, celui qui a été cambriolé va me dire mais c'est pas vrai, mais quand on regarde l'ensemble des chiffres dans son ensemble, on n'a pas une commune qui est réputée pour être une commune dangereuse ou dans l'insécurité. Et donc on n'a pas l'intention de rendre Bagnols une commune ville où règne l'insécurité. Quand j'en parle, j'en ai parlé avec des maires toutes tendances confondues, j'en ai parlé avec Nicolas Garcia, j'en ai parlé avec le maire de la Roque des Alberts qui était un des précurseurs. Me disent non, il ne se passe rien, il n'y a pas plus de cambriolage. Quand j'en parle avec la gendarmerie, ils me disent que 90% ou 80%, peu importe le chiffre, des cambriolages se font plein jour, voilà, pas la nuit. Donc voilà, donc il n'y a pas plus d'attaques, d'agressions la nuit. Je rappelle que les horaires, c'est 23h l'hiver, 5h du matin, donc ce n'est pas le moment où il y a le plus de monde dans les rues. Quand on a la période estivale, donc c'est jusqu'à 2h du matin, on a la lumière, voilà, et on coupe et on rallume plus. Et quand le jour se lève plus tard, on rallume à 5h pour qu'on puisse ramasser l'ordure ménagère, etc., etc. Voilà. Donc ça c'est le principe. Il y aura quelques exceptions, c'est la période du mois de septembre où couper à 23h, ça me paraissait un peu tôt, après le 20 septembre, hein, parce qu'il reste encore quelques touristes, etc. Et on coupera à minuit et on rallumera à 5h du matin. Et pendant les fêtes de fin d'année, pendant les 2 ou 3 jours, pas la semaine, 2 ou 3 jours, jour de Noël ou plutôt jour de l'an, et puis peut-être les vendredis, samedis, la fête des vendanges, à ce moment-là, on laisse rallumer jusqu'à 2h du matin. Voilà. Mais c'est les seules exceptions parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde et que ça serait quand même assez triste de couper la lumière à 23h ce jour-là. Mais c'est dans cet esprit-là qu'on a travaillé. Et bien sûr, derrière, il y a l'explosion des coûts, parce que c'est pratiquement 100 000 € de plus. Voilà, donc même en minimisant
même en minimisant, en faisant des économies, et on y reviendra, on aura une augmentation de l'ordre de 30 ou 35 000 euros de notre coût d'électricité éclairage public. Donc on va économiser 70 000 euros. Après, c'est difficile de le quantifier parce que, alors moi je ne suis pas technicien, mais on me dit que quand on éteint et qu'on rallume, le temps que les ampoules chauffent, je sais pas, il y a toujours une petite surconsommation pendant quelques minutes ou quelques minutes, et ensuite le fait d'avoir, on n'a pas poussé les calculs assez pointus pour dire que l'éclairage des grandes artères consommera. Voilà. Mais en gros, on va économiser sur l'éclairage public la moitié de nos kilowattheures, et on devrait économiser entre 40 et 45% du prix d'électricité sur l'éclairage public. Vous nous avez dit que pour les éboueurs, merci. Vous nous avez dit que pour les éboueurs, vous alliez remettre à certaines saisons à 5 h du matin. Oui. Bon, et vous les éteignez à quelle heure? Ils vont s'éteindre tout seuls parce que c'est une horloge astronomique. C'est une horloge, en gros, éteindre l'éclairage public, ça ne se décide pas en disant je coupe voilà. En vérité, il y a tout un système qui est mis en place. Donc, il y a une horloge astronomique qui est installée, qui se base sur des données et des temps d'éclairage, le lever du soleil, etc., etc. Donc ça sert tout seul. C'est-à-dire que le seul ordre qu'on peut donner à l'horloge, c'est de ne pas couper. C'est-à-dire et on va rallumer à 5 h du matin, et s'il fait jour à 5 h 30 à 6 h, ça va se couper. Et au fur et à mesure, ça se décalera. Ça se décalera. Ça se décalera avec la levée du jour. Je m'explique bien, oui. Et l'électricité en dessous des arcades, qu'est-ce que vous en faites? Ça sera coupé pareil. Ça sera coupé pareil, parce que moi, quelquefois, la nuit, je me lève et à la lumière, alors que ça ne sert pas à grand-chose. Mais ça sera coupé. Le seul endroit où on ne coupera pas, qui n'est pas d'éclairage public, c'est au port. Parce que ça peut être dangereux d'avoir le port complètement dans l'obscurité. Donc les pontons resteront allumés avec des bornes, hein, c'est ça. Et le quai Georges Petit sera allumé avec et c'est tous les LED qu'il y a là-bas. Donc c'est une consommation relativement faible. Pour la sécurité, il vaut mieux avoir quelqu'un dans l'eau plein de nuit. Et je voulais savoir si vous aviez étudié la possibilité d'éteindre un lampadaire sur deux à certains endroits, parce qu'il y en a qui sont assez rapprochés, donc peut-être que ça aussi, ça permettrait de faire une économie supplémentaire. Alors ça ne fonctionne pas. Je vous le dis, en été, on allume toute une rue, ou alors il faudrait démonter les ampoules. Voilà. Et donc ça ne fonctionne pas. L'autre inconvénient, si on le faisait par exemple, on dit la 114, on va éteindre pour augmenter l'économie, un lampadaire sur deux. Alors c'est une question qu'on a posée. En vérité, on va créer des trous noirs, on va créer de l'insécurité. Parce que les lampadaires sont calculés pour un rayon d'action pour éclairer un certain cône ou une certaine partie de la route. Donc si on en éteint l'autre, cette partie sera ou dans le noir ou pas éclairée ou moins éclairée. Et donc ce qui pose un problème de nuit-jour, et au niveau de la sécurité, c'est pas bon. Par contre, sur les éclairages donc, qui vont rester allumés, donc pas tous, je ne vais pas vous dire un mensonge, mais une grande partie sont déjà équipés de LED. Par exemple, le front de mer, quand on l'a refait avec des LED. Donc il y a une consommation qui est très faible. C'est l'ordre de 20% par rapport à une lampe au sodium, etc. Et en plus, on avait été subventionné à l'époque, parce que la région subventionnait. Mais vu l'ampleur du nombre de dossiers, ça a été supprimé. Mais nous, on a touché une subvention de 100 000 euros pour l'éclairage, quand on a refait l'éclairage du front de mer. Donc une grande partie de nos installations sont équipées de LED au fur et à mesure, pas tous. On met au budget 50 000 euros par an pour faire des travaux sur l'éclairage public, pour changer des ampoules, etc. À savoir que quand on change une ampoule, quand on peut le faire, quand l'appareil le permet, n'est pas trop ancien, changer une ampoule pour mettre une ampoule de LED, c'est 50 euros. Voilà, mais c'est très peu d'appareils qui le permettent. Il y a beaucoup d'appareils qui ne permettent pas qu'on change que l'ampoule, il faut changer la crosse ou l'engin, et c'est 300 euros.
Et donc je crois que Guy avait des chiffres. On a de mémoire 1800 points lumineux dans Banyuls, 1880 points lumineux dans Banyuls, et énumère-les, moi je vais les énumérer. Vas-y. Oui, on a, effectivement, on a 1870 luminaires, donc qui se répartissent de la façon suivante. On a de la vapeur de mercure, donc qui est interdit maintenant, 400 luminaires environ. Donc ceux-là, quand ils sont HS, on les renouvelle par d'autres sources. On a de la vapeur de mercure, ce qu'on trouve en majorité. Hein, il y en a non, je viens de le dire, vapeur de mercure. De la haute pression, du sodium haute pression, plus de 1000 lampadaires qui sont équipés de sodium. Et puis on a des variables, des néons, toutes sortes d'anciens luminaires, à peu près 500. Donc on est à peu près à 1800-1900 lampadaires. Donc c'est une source très importante. Hein, donc on en a changé à peu près avec les travaux neufs que l'on a fait dans les rues. On a changé les candélabres au LED. Hein, je parle de LED maintenant, puisque tous les remplacements sont LED. Environ 400, à peu près 400 lampadaires qui ont été remplacés. Et des ampoules aussi, par exemple rue Général de Gaulle. On a changé toutes les ampoules, on a remis du LED. Les boules aussi, les boules c'est un autre problème aussi, puisqu'à partir de 2025, elles seront proscrites complètement, on devra les démonter. On les avait refait il y a quelques années en les remettant au LED, parce qu'on a quand même des lampadaires qui sont jolis, ils sont très, très beaux, ceux de l'avenue Puy-Delmas. Mais ils sont à boule, donc il va falloir trouver une solution pour remettre d'autres types de lampes. Parce qu'en plus, ils sont généreux. Hein. Sur un lampadaire, on a 400 boules quelquefois, donc ils sont très, très esthétiques, mais voilà. En 2025, plus de boules, parce que c'est un éclairage diffus, donc qui éclaire autant en l'air qu'au sol, donc il faut qu'on les change. Voilà. Quand on doit changer, c'est pas possible de mettre certains solaires. Solaire, c'est excessivement cher. Oui, c'est excessivement cher. Quand tu dois changer le candélabre comme alors, moi là-dessus, je crois qu'un candélabre solaire équipé, c'est autour de 3 000 euros, entre 2 et 3 000 euros. C'est relativement cher. Je voudrais vous faire part d'une réflexion, parce qu'en 2014, quand on est arrivé, on a eu une étude qui a été produite par la communauté des communes au sujet de la consommation des éclairages dans le solaire et le retour. Quand on parle de boule, une boule éclaire aussi bien en haut qu'en bas. Donc il y a une déperdition qui est énorme, peut-être 60%, 70% des luxes de la lumière émise qui disparaît et qui va polluer et qui rend service à personne. La question s'était posée de dire, allez, on change tout, on se remet tout en LED, etc. etc. À l'époque, le prix de l'électricité était relativement faible. C'est une erreur qu'on a fait, je ne suis pas dit qu'on avait raison, était relativement faible, et l'amortissement entre le fait de changer l'électricité et la durée de vie des appareils qu'on mettait était à l'équivalence. Ça veut dire qu'il n'y avait aucun gain. Ça veut dire qu'il fallait qu'on consacre une partie du budget relativement importante pour tout changer, pour finalement, le résultat, je parle qu'au niveau financier, je ne parle pas au niveau d'environnement, qui n'était pas bon. Donc on l'a fait partiellement. On s'est dit on va faire un plan, on va mettre 50 000, 60 000 euros par an pour au fur et à mesure faire des travaux. Chaque fois qu'on fait des rues, quand on peut, parce qu'on ne l'a pas fait partout, on ne l'a pas fait au Pardal, on ne l'a pas fait à l'avenue Pruneau pour différentes raisons, parce qu'à un moment les budgets sont ceux qui sont, et on avait beaucoup de retard, et on souhaitait faire beaucoup d'aménagements en même temps, donc on ne l'a pas fait. Mais c'est une obligation qui nous sera donnée de le faire. Et maintenant, l'effet ciseau fait qu'on a un prix d'électricité qui est en train d'être pas maîtrisé du tout, qui est à la hausse, on ne sait pas où il s'arrêtera. Et derrière, on a ces considérations d'argent, mais on a aussi cette prise de conscience, peut-être qu'on n'avait pas il y a 10 ans en arrière, par rapport à la biodiversité, la protection de l'environnement, etc. Donc tout cela mélangé fait que c'est une proposition qu'on fait, mais c'est une proposition qu'on va continuer, sur laquelle on va continuer à travailler. Alors, quand je parle des établissements municipaux, si je parle des écoles par exemple, si on voulait isoler thermiquement les écoles, avoir une consommation relativement faible aux écoles, etc., l'investissement c'est 400 000 euros. Voilà, pour les écoles.
parle pas de gymnase, je ne parle pas d'artisol, je ne parle pas de novelty, etc. Donc, les investissements restent relativement importants. Voilà, donc il faut qu'on arrive à aussi ne pas stopper la ville, continuer à ce qu'elle soit attractive, qu'elle continue à se développer, et en même temps consacrer une part du budget pour justement continuer à travailler dans ce sens-là. C'est un peu l'image qu'on a, bon, et ça en fait partie. Décoration de Noël. Les décorations de Noël seront mises en place et elles seront coupées alors qu'on coupera l'éclairage public. Mais on dit ah bon, je vais te dire, on dit ah bon, non, mais on dit ah bon, bien sûr qu'on peut dire ah bon, mais les éclairages de Noël, on les a renouvelés pratiquement tous. Ils sont tous en LED. Donc la consommation des éclairages de Noël, c'est pas grand chose, en termes, je parle d'économie. Donc, par contre, c'est sûr que ça a un effet catastrophique, parce que tu n'as pas de lumière dans ton quartier, tu dis comment je suis obligé de rentrer avec mon téléphone pour voir le trou de ma serrure, et quand je vais au front de mer, tout est illuminé. Non, ça ne sera pas le cas, on va baisser, on va fermer l'éclairage des décorations de Noël aussi. Elles y seront, bien sûr qu'elles y seront, on va pas... Bon, mais nous, c'est pas notre parti, on pense qu'à un moment, Noël, ça reste un moment privilégié pour les familles, les enfants, et qu'il faut qu'on anime notre ville. Mais on va essayer de faire, alors, de la même temps, en tout cas, éclairer d'un côté, animer, et aussi être responsable. Oui. À la réunion de la Richelieu, déjà, quand vous allez faire la procédure, vous faites que la voirie et le goudron. Non, en plus, non. Alors, rue Richelieu, c'est une rue emblématique, on la connaît tous, c'est quand même une rue du canton, ça fait longtemps qu'on voulait la faire. Alors, on voulait la faire, et on n'a pas pu la faire assez tôt, parce qu'on était un peu bloqué par la communauté de communes, parce que quand on refait la rue Richelieu, il faut refaire les égouts, une partie, et l'adduction en eau potable. Donc, ça c'est prévu. Il y a à peu près 400 000 euros, 380-400 000 euros qui seront mis sur les réseaux humides qui seront enterrés, et les réseaux d'éclairage public, téléphone et la fibre seront enterrés aussi. Et bon, on va changer tout l'éclairage, etc. Mais rien que ça, c'est 500 000 euros. Même un peu plus. Voilà. Donc c'est des sommes très importantes. On peut considérer que ça a été le même ratio que la rue des Orangers quand on l'a refaite en début de mandat. C'est un tiers. Si on veut enterrer l'électricité, le téléphone et la fibre, c'est un tiers du prix de la rue. Donc c'est des sommes importantes, très importantes. Donc, il y a des rues où on fait des passes parce qu'il y a très peu de fils qui traversent la rue, qui sont apparents, et ça peut passer. La rue Richelieu, non, parce que c'est le Cap d'Oune, c'est une rue emblématique, c'est une rue que sur la Réunion, je ne sais pas si elle a été filmée, oui, elle a été filmée, je ne sais pas si elle est en ligne. Oui, Carole est en ligne, oui. Voilà, allez la regarder, vous verrez qu'il y a un souci d'esthétique important. Voilà, on ne va pas faire une rue, voilà, il y aura du goudron, elle sera refaite, mais il y a un esprit aménagement paysager, urbanistique important, et on veut aussi la verdir. Donc on veut mettre aussi des plantes, des jardinières, de manière à verdir davantage notre ville. Donc cette rue sera traitée comme ça. Les lampadaires, parce que là-bas il y a des lampadaires. Mais les lampadaires au néon. Ils sont plus vieux que moi. Oui, je sais. Ça marche encore, regarde. Ça nous donne de l'espoir, Brigitte. Voilà, donc ça y sera plus. Je pense que la rue Richelieu, c'est pas le lieu de la réunion, mais bon, il y a quand même des rebonds, mais elle sera chouette, elle aura de la gueule. C'est ce qu'on voulait faire. D'autres personnes veulent intervenir? J'ai juste un problème de chiffres, alors j'ai du mal à comprendre ce qu'il y a du Guy. Parce que j'ai entendu qu'il y avait 1900 points lumineux sur Balius, il y en a 400 à la vapeur de mercure, 1000 en sodium haute pression et 500 en néon plus variable. Et après tu as dit il y a déjà 400 lampadaires qui sont au LED. Donc au total ça ferait plus que 1900 points lumineux ou alors... Non, mais c'est parce qu'ils sont en déduction de ceux-là. D'accord. C'est 1900 plus 400. Parce que ça c'est un état qui nous a été transmis de 2016. Donc depuis on a toutes les rues... D'autres personnes? J'ai vu des doigts se lever. Oui. L'éclairage au niveau du stade, est-ce qu'il va y avoir des modulations aussi à ce niveau-là?
Pour l'instant, c'est pas prévu, l'investissement n'est pas prévu encore. Je sais que c'est très énergivore, les lampes de salle. Pour l'instant, on ne va pas se priver de ça. Pour l'instant, on est dans cette démarche-là. Bon, c'est une démarche qui rentrera aussi, qui sera associée à celle sur les bâtiments publics. On y viendra. Donc, je ne suis pas en train de vous dire qu'on va tout faire l'année prochaine, mais on va doser de manière à économiser et à voir comment on peut rationaliser davantage notre consommation d'énergie. Il y a l'électricité, mais il y a le gaz aussi, et le chauffage qui n'est pas qu'électrique dans les bâtiments publics et qui chauffe beaucoup. Et donc sur lesquels on a des établissements qui ne sont pas à la pointe du progrès. Donc sur lesquels on a beaucoup d'intérêt à s'adapter avec des régulateurs, avec des thermostats, avec mais des choses qui ne soient pas réglables dans chaque bureau. Il faut qu'on ait une vision plus générale de ces bâtiments. Ici, c'est quoi comme lampe ici? Je ne sais pas, c'est des LED, ça ressemble à des LED, je ne suis pas certain. C'est souvent allumé. Comment? C'est souvent allumé et il y en a beaucoup. Eh oui, bon. Après, vous savez, vous passerez un jour devant la mairie, les lumières seront éteintes dans ma news et il y aura la salle qui sera restée allumée. C'est pas de ma faute, parce que moi, quand je m'enlevais le dernier, je l'éteins. Sauf si c'est pas moi qui m'enlevais le dernier, ou je peux oublier, hein, parce que tout le monde peut oublier. On va dire, mais qu'est-ce qu'ils font, ce scandale? Voilà. Il y aura dans tout ce qu'on est en train de mettre en place, parce que on n'est pas des gens parfaits, loin de là. Il y aura certainement des trous, des manqués, et on me dira, mais comment là-bas? D'accord. Je peux vous annoncer déjà que la rue Clémenceau nous posera un petit problème parce qu'il y a un problème de coffret, et je ne suis pas sûr que quand on éteigne tout, Clémenceau ne reste pas allumé encore quelques jours. Je n'en sais rien. Mais c'était la dernière remarque que m'a fait M. Pulig de la communauté des communes qui le gère. Moi, je ne suis pas électricien du tout. On travaille davantage sur une perspective, sur une vision du développement de notre ville. Déjà, vous avez fini? Vous pas... Moi, je me croyais que vous allez me taquiner davantage. Dis-moi. Quoi? Il y a 4 mètres de fossé. Si vous longez et vous tombez dans le fossé, c'est... On peut toujours citer l'exemple, si on tombe dans le fossé, si la voiture ne me voit pas, etc. Moi, quand je parle avec des gens qui s'occupent de sécurité routière, et je répète, je ne suis pas un spécialiste, mais ça m'intéresse parce que je vais avoir des réponses. On me dit que le fait qu'on circule dans des rues qui ne sont pas éclairées, les automobilistes ont tendance à ralentir. Parce qu'ils n'ont pas une vision aussi importante que quand c'est éclairé. Donc on a cet effet-là. Je suppose qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui va au stade à 23 heures, en plein hiver, voilà, je suppose. Et si on y va... Il y a le hand, non mais ils ne vont pas au stade, pas à 11 heures. Non, ils ne vont pas au stade à 11 heures. Et il y a autre chose, nos bâtiments sont éclairés avec un éclairage public. Il y a une lumière à l'entrée, sinon vous ne voyez pas les noms. Vous ne voyez pas les noms si vous allez sur le net. Il faudra sortir le... Ce sera pareil pour tout le monde. Oui, voilà. Bon, moi, je pense qu'en responsabilité, je pense qu'il faut qu'on se donne les moyens ou la chance de faire un essai sur un an. L'année prochaine, moi, je vous invite à venir à la même réunion et vous me direz, moi je suis tombé, moi on n'a pas vu mon adresse, etc. Et on en fera un bilan. Est-ce que ça a marché ou pas? Mais quand même, on n'est pas plus couillon qu'ailleurs. S'ils le font ailleurs et que ça fonctionne, pourquoi ça ne marcherait pas à Bagnols? Pourquoi ça ne marcherait pas ici? Est-ce que les gens tombent dans les fossés ailleurs? Est-ce qu'on ne peut pas faire sur une peinture, tu vois, plus haut, si le bordure de trottoir, oui, mais c'est une peinture. Moi, je pense qu'on s'habitue à l'obscurité. Je pense que là, on est éclairé en permanence, mais on a oublié que le ciel il est étoilé, bon, ben, sauf quand il est couvert, bien évidemment. Mais je pense qu'une fois qu'on est dans l'obscurité, on n'a plus l'habitude de ça, mais nos yeux
s'habitue et on y voit dans l'obscurité. Je pense que c'est arrivé à tout le monde d'être dans la campagne la nuit et de ne pas avoir d'éclairage autour et d'y voir. On a le regard qui... Et puis on a tous plus ou moins des téléphones. Peut-être aussi, mais je pense, est-ce qu'on ne pourrait pas jouer sur des peintures? Oui, sur les certainement. bordures, sur toutes ces vitres que l'on met pour le stationnement, on jouerait sur des peintures naturelles, quoi. Et déjà, il y aurait des repères pour certaines personnes, sur des bords de trottoir. Regarde le cheminement que vous avez fait au port. C'est peut-être pas tout à fait un très bon exemple parce que les particules se décollent, mais ces petites particules de miroir, là, ça c'est pareil, ça reflète. Ah oui, ça reflète. C'est pas mal aussi. Non mais ça certainement on le fera. De toute façon, on est quand même, je pense qu'on en a tous conscience, enfin j'espère, qu'on est quand même non pas un changement de société, mais on est quand même un changement de nos manières de vivre. On n'est plus dans l'opulence, on n'est plus dans la société de consommation à l'extrême comme elle est poussée, et on est en train d'évoluer les uns et les autres. Et moi je pense que c'est dans le bon sens. Alors on n'est pas dans la décroissance, moi je suis pas un partisan de décroissance, et je ne suis pas un partisan de madame, comment ça s'appelle, cette dame qui vous dit plein de choses comme ça. Rousseau. Même si j'admire son courage, je trouve qu'elle a du tempérament et elle exprime son point de vue, et c'est bien, parce qu'il y a un faux. Je ne suis pas un de ses partisans, on n'est pas dans la décroissance, on est simplement en se disant soyons raisonnables, si on adapte notre façon de vivre par rapport à ce qui nous est proposé et par rapport à la prise de conscience qu'on peut avoir. Moi je le vois quand on travaille avec les enfants. On travaille avec le conseil municipal des enfants, on travaille avec les scientifiques laboratoires Arago, avec les instituteurs bien entendu, et vous le savez, vous ne pouvez pas imaginer que collectivement et même individuellement, l'approche qu'ont les enfants par rapport à ce qu'on dit. Je veux dire, pour eux c'est naturel, c'est logique. Et certainement, les futurs éducateurs des parents, ce sera les enfants. Je parle par rapport à l'environnement. Voilà, allez dire à quelqu'un qui jette un papier qu'il a jeté un papier, vous avez une chance sur deux de vous faire dire des choses. Si c'est le petit qui le prend par la manche et qui lui dit « Oh, qu'est-ce que tu es en train de faire là ?» ça change. Donc il y a quand même une prise de conscience, elle vient des enfants, elle vient des jeunes. Et moi je pense qu'on ne peut pas être à contre-courant. Donc ça en fait partie. Quand on a décidé de rentrer dans la procédure des ODD, on n'était pas obligé, puisque normalement on devrait être obligé à y rentrer à partir de 2030. Le temps que ça se mette en place, etc., ça veut dire c'est 10 ans de plus. On a décidé de le faire, on n'est pas vertueux, on commence. Mais on le fait parce que ça nous paraît normal, ça nous paraît naturel qu'à un moment on préserve. En même temps, moi je ne suis pas pour l'écologie punitive, je ne suis pas pour la non-consommation. Moi je pense que dans nos villes, si on n'arrive pas à marier l'écologie et l'économie et l'emploi, ces villages vont mourir parce qu'il n'y aura plus d'emploi, il n'y aura plus de jeunes et on ne pourra pas y rester. Donc il faut trouver le dosage assez équilibré pour qu'on puisse faire de l'économie tout en préservant notre environnement. Les ODD nous donnent cette opportunité. On n'y rentrera pas dans tout. On ne sera pas vertueux en tous, on ne va pas respecter les 17 points. Mais c'est un pas qu'on fait, c'est un chemin qu'on fait. Je prends un exemple, et je le cite beaucoup parce que je suis extrêmement heureux d'avoir rencontré ces personnes. Avec le laboratoire Arago, on a un partenariat qui est formidable. On est en train de travailler actuellement sur un cluster d'entreprises, un lieu où on va développer des entreprises qui travaillent sur l'économie bleue. Sur l'économie bleue. Mais l'économie bleue, ça veut dire c'est la protection des environnements. On va travailler avec l'EIA Mestersen, avec Plastic pour essayer d'installer à Bartisol, pour créer un pôle d'économie bleue basé sur la recherche, la défense et la protection de la Méditerranée. Mais on va créer 40 emplois. On va créer 40 emplois. C'est 2000 m² qu'on va actuellement, à terme mettre à disposition de ces entreprises. On va les aider, on va les faire bénéficier des subventions parce que les porteurs de projets, c'est les collectivités, de manière qu'ils aient un loyer relativement intéressant pour qu'ils restent à Banyuls et qu'ils continuent à travailler à Banyuls avec le laboratoire Arago et avec des gens qui vont habiter Banyuls. Donc c'est un mariage entre l'économie et la protection de l'environnement. On ne pourra pas tout sauver. La problématique des vignes, je te regarde quand je dis ça, c'est un vrai sujet sur lequel il va falloir qu'on avance et qu'on travaille. On ne sera pas tous des bio,
mais il va falloir qu'on mette en avant notre vignoble. C'est aussi un vrai sujet. Les aménagements urbains, il faut qu'ils tiennent compte de ça. On va certainement, dans nos aménagements futurs, avoir une grande partie sur le verdissement de nos aménagements. Voilà. Il y a déjà des projets qui sont portés par la communauté des communes. Les bacs à compost qu'on met dans les rues, ça marche très moyennement. Je vous le dis parce que ça marche très moyennement, parce que celui qui est à côté de chez lui, c'est pas l'homme le plus heureux du quartier. Donc ça marche très moyennement. Très moyennement. C'est. Voilà. Donc. Il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Mais d'avoir un composteur au pied de sa maison, c'est vachement sympa, ça part d'un bon sentiment, ça dépend dans quel quartier, dans quelle situation, dans quelle condition on est. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, les projets de méthanisation, pour revenir sur ce que je disais, c'est sur une approche globale, communauté de communes. Exactement. Il n'y a pas assez de matière à méthaniser sur le territoire. Vous imaginez les uns et les autres, je prends le Cadoun, parce qu'on a parlé de Cadoun, la problématique des ordures ménagères au Cadoun. Imaginez si dans le Cadoun, on y met des petits bacs pour traiter ces déchets alimentaires. Ce sera compliqué. Oui, ça peut être intéressant. Mais je vous dis, on n'en est pas encore là. Certainement que ce que vous dites est intéressant. On n'en est pas encore là. Les essais qui ont eu lieu dans les composteurs individuels, ce n'est pas une grande réussite. Ce n'est pas une grande réussite. D'abord, les gens ne le font pas comme il faut, et ceux qui le font comme il faut, les voisins ne sont pas très heureux. Chez soi, oui. Oui, comment? Vous achetez là, vous avez le compost. Ouais. Les raccords, les gens mettaient n'importe quoi. L'éducation des adultes est très compliquée. On a mis des bacs à tempête sur la plage, on y a trouvé des couches de bébés dedans. Les bacs à tempête, c'est pas pour mettre des couches de bébés, c'est pas une poubelle. Les bacs à tempête, c'est pour mettre les déchets que ramène la mer, qu'on ramasse sur la plage dans un acte citoyen, dans un bac à tempête, qui après est vidé, pas tous les jours, qui est vidé à certains moments, avec l'appréciation des scientifiques qui en font une étude ou qui essaient de trouver des solutions. Quand on a fait les collectes, le dimanche, c'était un dimanche ou un samedi, je ne me rappelle plus, dimanche ou samedi, avec les enfants des écoles, avec tout un tas de personnes qui ont bien voulu les faire. Ça a permis non pas de se rendre compte des évidences, mais de pointer du doigt certaines évidences. On s'est bien rendu compte qu'on ramassait beaucoup plus de mégots sur le front de mer que Pardal. Je dis le Pardal ou le Puy-d'Elmas. Mais que dans ces quartiers, on ramassait des encombrants plus grands, des toiles, des seaux, des bidons, etc. Donc ça permet aussi peut-être de se recaler, d'être plus attentif, et ça démontre à un moment qu'on doit avoir une démarche avec nos amis commerçants et cafetiers pour qu'ils mettent des cendriers. Parce que s'il y a plus de mégots, c'est parce qu'il n'y a pas de cendrier sur les tables, et que les gens jettent, il n'y a pas de cendrier, ils jettent la cigarette par terre. Ou pas, j'en sais rien, je ne suis pas en train d'accuser. Je ne dis pas qu'il y a plus de mégots à cause des commerçants. Je dis simplement qu'il y a certainement, et nous, mairie, peut-être qu'on doit mettre en moins des endroits où on puisse écraser sa cigarette en sécurité et ne pas la jeter. Donc ça fait partie aussi des choses que, non pas qu'on découvre, mais sur lesquelles on essaie d'être meilleur d'une année sur l'autre. Est-ce que vous voulez intervenir encore? Est-ce que vous n'avez pas peur, puisque d'après ce que j'ai compris, la période c'est du 15 octobre au 31 mai, donc fermeture à 23h. Pendant le mois de mai, il y a des ponts, donc il y a des touristes qui viennent, donc il y a des gens qui vont au resto, et 23h, on est dehors quand on sort du resto. Est-ce que vous n'avez pas peur que mai, ça soit trop tard?
Pas tout à fait, parce qu'on s'est interrogé là-dessus par rapport, on met le 1er juin, on met le 15 mai. La vérité, c'est qu'au mois de mai, pratiquement à 10h, il fait encore jour. Oui. Bah justement. Voilà, si on coupe à 23h, il fait nuit. Comment? Si on coupe à 23h. Oui, mais bon, j'ai pas l'impression, moi, que les gens se battent tant que ça dans Balius. Il y a une foule aussi importante que ça. On fera un essai, on verra. Moi, je pense qu'il faut passer un cap. Il y a des communes qui n'ont même pas cette... Enfin, qui n'ont même pas. Qui n'ont pas cette saisonnalité. C'est-à-dire qui coupent. Argelès va couper. On parle de la commune littorale, là, il y a 200 000 personnes. C'est bon couper ça. Après, moi, je ne sais pas exactement ce qu'ils vont faire à Argelès. Voilà, Antoine Parra m'a pas téléphoné pour me dire je fais ça. Mais bon, j'ai lu dans la presse, et par la communauté de communes, je sais qu'ils vont couper. Et à peu près sur les plages qui sont les nôtres. 23h, c'est le cœur du matin. Alors, ça commence début novembre. Donc, on va avoir une réunion de commission, c'est quand? C'est quelle est, Claire? Mercredi. Mercredi. Et on va avoir une réunion du conseil municipal le 3 novembre, puisqu'il faut que le conseil municipal statue sur cette décision. J'espère qu'il nous suivra dans sa majorité ou son unanimité par rapport à ça. Tout le monde a tout dit? Personne ne reste sur la fin? Non? Oui? Bon, on va vous donner. Ce sera diffusé sur YouTube et sur Facebook. On va faire le montage de la vidéo avec les voix. Oui, mais ceux qui n'utilisent pas ça, il n'y a rien. Voilà. Parce que moi, je suis mémère et tout ce qui est moderne. En tout cas, je vous remercie de votre écoute et surtout de manière dont vous êtes sensibilisés. Je vois que finalement, je ne vais pas dire qu'il y a une unanimité, mais je vois que vous partagez un peu nos préoccupations et que l'environnement, les dépenses en termes d'énergie s'intéressent tout le monde. Merci de votre écoute, merci beaucoup. Passez une bonne soirée.